Bonsoir à toutes et à tous, vous regardez Bienvenue en Ile-de-France sur le Figaro TV et comme tous les jours on ouvre cette émission avec une page de notre actualité. Notre dossier du jour est consacré à la baignabilité de la Seine. Pourra-t-on un jour faire quelques brasses dans la plus belle avenue de Paris? Pas certain, malgré un plan ambitieux et des investissements records, 1,4 milliard d'euros dépensés. La qualité de l'eau de la Seine s'est évidemment améliorée, mais sa baignabilité concrète reste en suspens. On a croisé les doigts pendant les JO pour que les planètes s'alignent. Paris plutôt réussi. Quel héritage aujourd'hui? Eh bien, on va en discuter avec nos invités dans une minute. En culture, du théâtre avec la pièce numéro 2, adaptée du roman de David Fuenkinos, l'histoire du garçon qui n'a pas eu le rôle d'Harry Potter. C'est incroyable, un numéro 2 donc. Et vous allez voir, on est tous le numéro 2 de quelqu'un. De la gastronomie enfin avec la chronique de Laurent Saloche, C'est tout bon, qui nous propose d'attraper des baguettes pour profiter du nouvel an chinois. À l'occasion de ses vœux 2025, Anne Hidalgo a remis le sujet de la Seine sur le tapis en réaffirmant sa promesse d'une Seine baignable. Voilà les mots de la maire de Paris, c'était le 15 janvier. L'année 2025 sera l'année de la Seine. Quelle joie que la baignade dans notre beau fleuve devienne une réalité dès l'été 2025. Les Parisiens pourront se baigner au Bras-Marie, au Bras de Grenelle et à Bercy, soit au centre, à l'ouest et à l'est de Paris. L'année 2025 sera l'année de la Seine. On avait l'impression que c'était déjà le cas en 2024 avec les Jeux Olympiques. Bien sûr, vous les avez suivis avec nous. C'est un vrai feuilleton que celui de la Seine. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que des épisodes, on n'en manque pas. On va en discuter avec nos invités. Edouard Sivel, vous êtes chercheur en économie du climat. Merci beaucoup d'être avec nous. Thomas Thibault, maître de conférence à l'école pratique des hautes études et géochimiste. En visio avec nous, Dan Angelesco. Vous êtes PDG et directeur recherche et développement de Fluidion. Vous venez de recevoir un prix au Forum de Davos dans la catégorie Tackle and Water Pollution Challenge. Avant de discuter avec vous, messieurs, j'aimerais qu'on se tourne du côté de Thomas Hennequin. Thomas Hennequin, journaliste au Figaro. Thomas, la baignabilité de la Seine, c'est un peu le grand feuilleton parisien depuis des années. Autorisation, interdiction, baignade illégale, dérogation. La Seine, elle a connu un peu toutes les situations possibles quand on regarde. Oui, Victoire, la Seine, elle génère des fantasmes et beaucoup d'interrogations. Bon, personne autour de la table n'était né à cette époque, mais rappelons-nous, avant la Première Guerre mondiale, le fleuve parisien était un réel terrain de jeu pour tout le monde, plongeons depuis les ponts, courses de natation. Dès qu'il faisait très chaud, en fait, les Parisiens s'y allaient pour se divertir et profiter de l'eau. Mais malgré tout, tout s'arrête en 1923 avec la première interdiction de baignade, ce qui n'empêche pas les Parisiens de continuer à s'y baigner jusqu'en 1950, mais de manière illégale. Puis on pense au mot de Jacques Chirac, premier politique à déclarer officiellement vouloir se baigner dans la Seine. Oui, on est le 15 mai 1990 dans l'émission La Marche du siècle, présentée par Jean-Marie Savada sur FR3, maintenant France 3, quand le maire de Paris annonce ceci: « Dans 3 ans, j'irai me baigner dans la Seine devant témoins pour prouver que la Seine est devenue un fleuve propre. » Résultat, la promesse pas tenue, non tenue. En 2000, une dérogation est accordée pour les triathlètes, puis retirée en 2013. En cause, le nombre trop important de bactéries dangereuses pour la santé. On peut parler de l'Escherichia. Escherichia coli, maintenant j'ai bossé, je la connais par cœur, j'ai l'impression que c'est une vieille amie. Thomas, quelles sont les solutions qui ont été utilisées pour assurer justement une meilleure qualité de l'eau de la Seine? On le sait, Anne Hidalgo a fait de la baignabilité de la Seine une de ses priorités depuis son mandat. Mais le projet a un coût. En 2017, on parlait de 700 millions d'euros. En 2018, 1 milliard. Et maintenant, à l'heure actuelle, 1,4 milliard d'euros. C'est un financement qui est assuré par les collectivités et l'État. La propreté de l'eau n'est pas le seul problème. On peut parler de la collecte des eaux usées, la mise en place de zones pluviales, les réseaux d'assainissement, le raccordement des bateaux ou encore la construction d'ouvrages de régulation de réseaux d'eau usée. Et si on est très concret, quelles sont les mesures qui ont été mises en place jusqu'à aujourd'hui? Alors, avant de parler des mesures, Victoire, il faut rappeler le plan de baignade lancé en 2018. Il avait pour objectif d'assurer la tenue des épreuves olympiques dans la Seine, qui se sont passées donc l'été dernier. On le comprend, les Jeux Olympiques 2024 ont eu un effet accélérateur sur le projet de baignabilité de la Seine. Mais revenons donc aux mesures. On peut parler en 2023, qui a commencé avec la mise en conformité du raccordement des bâtiments et des bateaux. Une action essentielle pour éviter le rejet des déchets dans la Seine, qui influence beaucoup la qualité de l'eau. Un pas important et pour le coup salué par tous. Oui, et on peut aussi parler par exemple du jeudi 2 mai 2024, le bassin d'Austerlitz qui a été inauguré, un immense bassin de rétention d'eau pour pouvoir stocker une grande quantité d'eau dans les grandes périodes de pluie, une capacité de stockage équivalente à 20 piscines olympiques, donc c'est immense, 30 mètres de profondeur, situé à 80 mètres sous terre.
Et une autre mesure, la séparation des canalisations à Fresnes aussi, également en 2013, le département du Val-de-Marne 2023, je crois. 2023, pardon. Le département du Val-de-Marne a lancé des travaux pour séparer les canalisations d'eau usée de celles des eaux pluviales. Un projet à 8,5 millions d'euros quand même. Donc plusieurs dizaines de chantiers à Paris ou encore en Ile-de-France, mais tout n'est pas encore réglé. À l'heure actuelle, on le répète, la baignade dans la Seine n'est pas encore disponible et acceptable. Mais pour l'instant, c'est un sujet qui est pas simple. On l'a vu, il y a un historique, Thomas, que vous venez de nous présenter. Messieurs, est-ce qu'on est face en fait à un problème un peu insoluble? Parce que peut-être que la Seine n'est tout simplement pas faite pour qu'on s'y baigne. Alors, tout dépend. Si on parle de la forme du cours d'eau, non. D'accord. C'est-à-dire que c'est un couloir de navigation avant tout, la Seine. Donc, il y a en termes d'usage, l'usage baignade n'est pas forcément le plus évident de par la morphologie du cours d'eau. Après, sur sa qualité, il est sûr qu'un travail énorme a été accompli alors déjà depuis finalement le début des années 2000, avec les premiers bassins de stockage qui avaient été faits par le SIAP pour 200 000 m3, ce qui est 4 fois plus que le bassin d'Austerlitz qui est rentré en fonctionnement l'année dernière. Mais donc, c'est un travail de fourmi. Les raccordements à l'adresse, donc on estime actuellement que c'est 40% de ces raccordements qui ont été effectués, donc des gens qui étaient raccordés sur le réseau d'eau pluviale et pas sur le réseau d'eau usée, on en est qu'à 40%, donc il y a toujours des marges d'amélioration. Chaque marge d'amélioration va coûter finalement de plus en plus cher probablement, en tout cas par rapport au budget initial évidemment. Donc non, la qualité peut à un moment donné être en conditions météorologiques, disons plutôt standard, la qualité peut être tout à fait acceptable, oui. Acceptable, ça c'est vrai, la qualité de l'eau d'ailleurs s'améliore de la Seine et on le voit au travers des relevés. On l'a vu cet été aussi, on jouait justement sur cette fameuse fenêtre de tir où on espérait que la qualité de l'eau serait suffisante, mais suffisante pour s'y baigner, pour de loisirs, pour de l'usage du côté des Parisiens? C'est-à-dire que les normes ont été respectées au moment de la baignade des triathlètes ou des épreuves de nage en eau libre cet été. Donc c'est des choses... Pendant une périodicité très courte, on le rappelle. Très courte. En fait, si on regarde la totalité de l'été dernier, on a à peu près 50% des jours où on aurait pu se baigner. D'accord. Si on avait eu des bassins qui avaient été aménagés, comme ce sera le cas à l'été 2025. Donc, bon, on a eu un été pluvieux, ce sera peut-être... Oui, on n'a pas eu de chance avec les Jeux Olympiques l'an dernier. Oui, ça risque de continuer avec l'intensification du dérèglement. Après, 50% de baignabilité sur un été, bon, c'est quand même déjà quelque chose qui est quand même assez valorisable, je pense, pour les Franciliens, puisqu'il n'y a évidemment pas que des sites de baignade dans Paris, il y en aura en amont. Et en aval, oui. Et en aval, et aussi non seulement sur la Seine, sur la Marne. Donc finalement, c'est quand même des choses qu'on peut penser accessible au niveau de la baignade estivale. Bon, évidemment, pendant l'hiver, ce sera beaucoup plus compliqué. Je pense que c'est pas à l'ordre du jour. On reviendra d'ailleurs aux relevés qui sont arrêtés pendant la période de l'hiver. Dan Angelescu, quel est l'état aujourd'hui de la qualité de la Seine? On sait qu'on est en plein hiver, donc c'est des données qui ont, somme toute, peu d'intérêt par rapport à la baignabilité réelle de la Seine. Mais est-ce qu'on progresse? Est-ce qu'on ne cesse de progresser? En ce moment, c'est très difficile de mesurer le progrès. On est en période de pluie intense, donc avec des versements qui se font en amont de Paris. Donc la qualité de l'eau, automatiquement, n'est pas bonne. Ce n'est pas représentatif du tout de l'état pendant la saison de baignade. Donc ça ne sert à rien de faire une projection pour l'été 2025 sur la base des résultats d'aujourd'hui qui sont évidemment pas très bons parce qu'on est dans une période de forte pluie. Donc c'est difficile de dire. Mais vous, quand on vous dit on va se baigner à l'été 2025, est-ce qu'on peut décemment répondre que c'est sûr, que c'est possible, que c'est accessible ou finalement ça dépend d'un certain nombre de données et puis notamment de la météo, du climat et on le sait, c'est pas une science exacte. Je pense que il y a une réponse optimiste que j'aimerais bien donner parce que c'est un projet qui me tient très très à cœur et que j'aimerais bien voir réaliser. Par contre, je suis scientifique au cœur aussi et c'est ça ma structure fondamentale. Et nous, ce que nous voyons, c'est avec une étude très très précise des données, on voit qu'on est quand même à la marge de cette possibilité. Donc, je pense que ça sera possible, mais uniquement avec une surveillance en amont et à Paris avec des systèmes qui peuvent mesurer très rapidement la qualité de l'eau et je pense que ça dépendra donc de la technologie parce que ce n'est pas les mesures qui sont réalisées par les réglementations actuelles qui permettront de protéger les nageurs. Il faut de la technologie rapide, de pointe. Ce sont des sujets sur lesquels on travaille depuis des années. Et sans cette technologie et sans une gestion, ce qu'on appelle la gestion active de la baignade, je crains que ça sera très dangereux.
Messieurs, je vous vois réagir en plateau. Non, il est vrai que une mesure ponctuelle sur une zone de baignade donnée d'Escherichia coli et d'entérocoques intestinaux, vu que c'est les deux groupes de bactéries qui font partie de la norme, c'est toujours quelque chose qu'on peut questionner. La norme, elle est telle qu'elle est actuellement, c'est son existence actuelle, donc forcément on est en conformité ou pas par rapport à cette norme. Dans le fond, d'un point de vue sanitaire, pour le moment, c'est ça. Après, c'est vrai que par rapport à ce qu'évoquait Dan, cette gestion active de la baignade, je pense que aussi l'idée, c'est qu'il faut que les normes, elles évoluent. Mais c'est vrai que les normes de baignabilité sont quand même généralement plutôt adaptées à des milieux fermés, des lacs, des étangs, et moins à des cours d'eau, surtout des grands fleuves comme la Seine. Peut-être pas de première, mais en tout cas, il faudrait peut-être pour la Seine, en tout cas, se baser sur d'autres normes. En tout cas, après, c'est toujours la même chose. La norme s'applique au plan d'eau de manière générale, aux eaux douces, donc ça marche. Cette norme-là, on est en dessous, au-dessus de la norme. Mais est-ce que la norme doit évoluer du fait de la spécificité de certains cours d'eau? C'est une question, mais en tout cas, voilà, tout à fait. Catherine Lécuyer, dans l'opposition, parlait d'un plongeon à 1,4 milliard d'euros. Vous comprenez derrière l'ironie, bien sûr. Avec tous les investissements, les travaux menés, quand on se met à la place des Parisiens, des Franciliens qui nous écoutent, qui nous regardent, ils peuvent se dire, tout ça pour ça. Alors, là-dessus, en économie de l'environnement, on va avoir tendance à faire ce qu'on appelle des approches coût-bénéfice. C'est-à-dire qu'on va comparer combien ça nous coûte de dépolluer la Seine pour permettre une baignabilité. Et à côté de ça, il faut évaluer c'est quoi le bénéfice. Et le bénéfice, en fait, il y a des méthodes pour essayer d'estimer quelle est la valeur de la baignabilité d'un cours d'eau. Donc ça, il y a plein d'études qui ont été faites. Alors, il n'y en a pas sur la Seine en particulier, mais il y a plein d'études qui ont été faites à travers le monde pour estimer combien est-ce que les gens étaient prêts à payer pour avoir des cours d'eau où ils puissent se baigner. Et si on regarde une moyenne un peu brute à partir des méta-analyses qui ont été faites dans la littérature, on obtient des choses qui sont de l'ordre de grandeur de 50 € par an et par habitant. Donc si on considère qu'à Paris, on va avoir à peu près en homothétie des nombres comparables à ceux qu'on a à Copenhague, parce que Copenhague, on a réussi à faire la baignabilité du port. Donc on a 600 000 baigneurs. Pourquoi ils arrivent toujours avant nous? C'est un peu énervant. Les pays nordiques, c'est toujours bien. Les pays nordiques, c'est toujours bien. Donc ils ont 600 000 baigneurs par an. On en aurait peut-être 1,5 million, admettons. 1,5 million, si la moyenne, c'est 50 € par an par baigneur, en fait, on se rend compte que les 1,4 milliard, on a un retour sur investissement en 20 ans. C'est pas délirant quand on est un acteur public. Vous défendriez très bien un dossier en banque. J'entends ce que vous dites sur le calcul coût-avantage. Malgré tout, les Parisiens se disent, est-ce que finalement je pourrais en bénéficier un jour? Parce qu'on a peu parlé aussi finalement des bénéfices qui sont liés, des bénéfices indirects. On a parlé de ce raccordement des canalisations, ça c'était très attendu, c'était très important de le faire, de la qualité générale de l'eau et donc des biodiversités aussi qui peuvent être bien sûr liées à une qualité de la Seine qui s'améliore. Donc il y a évidemment d'autres sujets et donc quand on parle de coût-avantage, je sais que ça rentre dedans. Mais donc finalement tous les Parisiens, c'est comme si on avait mis 50 € par tête pour assurer la baignabilité de la Seine. Mais après, il y a tous les autres avantages. Il y a beaucoup plus d'espèces de poissons aujourd'hui dans la Seine que vous n'en y aviez il y a 20 ou 30 ans. Alors déjà, il y a eu des gros progrès. Donc une amélioration de la biodiversité, entre autres. Donc vous avez plein de co-bénéfices et vous avez quand même, on aura, je pense que c'est assez raisonnable, des périodes de baignabilité. Avoir des périodes de baignabilité pendant l'été. Sur les co-bénéfices. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on estime la baignabilité à partir de deux types de pathogènes, donc Escherichia coli et les entérocoques intestinaux. Mais en fait, leur présence signifie qu'on a une part d'eau usée non traitée, pas suffisamment traitée dans les eaux naturelles. Mais évidemment, derrière ça, il y a tout un tas d'espèces chimiques. Et si on améliore les traitements et qu'on améliore le traitement des Escherichia coli, j'ai un collègue à Métis, Jean-Marie Mouchel, qui a beaucoup travaillé sur la question, qui montrait que pour avoir un abattement suffisant d'Escherichia coli, c'était 99,99% de la charge polluante qu'il fallait abattre en station, alors que sur les paramètres classiques, on est plus autour de 97%. Et ce delta, il est beaucoup plus difficile à réaliser. Et donc à partir du moment où on arrive à ce 99,99%, on peut légitimement penser que tous les autres micropolluants qu'on peut imaginer, qui sont là, ne sont pas délétères ou pas problématiques pour la baignade, mais potentiellement pour les organismes vivants, vont être abattus davantage. Et donc que ça ne posera pas de problème. Les JO, on l'a dit, ont eu un vrai effet accélérateur. J'aimerais qu'on écoute les mots d'Anne Hidalgo, maire de Paris. C'était le 17 juillet 2024, pleine période des Jeux. C'est un très grand événement, très grand événement qui était très attendu, sur lequel nous avons beaucoup travaillé. À partir de là, on puisse non seulement accueillir les Jeux, mais aussi, dans les années qui viennent, se baigner dans la Seine. Et aussi
de contribuer finalement à rendre plus propres aussi les eaux de nos océans et de la mer, puisque toute cette eau se déverse ensuite sur les océans. S'il n'y avait pas eu les Jeux et s'il n'y avait pas eu Tony Estanguet, nous n'aurions pas pu faire tout ce travail-là, parce que les Jeux ont été un accélérateur. Vous savez, les Jeux, c'est une espèce d'aimant qui tire toutes les énergies vers un objectif avec une date butoir. Et la date butoir, c'est bien sûr le 26 juillet, mais nous sommes plus qu'au rendez-vous et ce sera un héritage majeur. C'est vrai que cette question de l'héritage, elle est posée depuis même avant le début des Jeux. C'est assez particulier quand on y pense, mais ça a été aussi, Anne Hidalgo parle de date butoir. C'est vrai que ça nous a obligés à tenir un calendrier, à remplir donc certains objectifs qu'on s'était fixés également. Sans les Jeux, on n'en serait même pas là, si on est parfaitement honnête. Quand on voit certains énormes travaux, je pense à la canalisation VL8 qui raccorde à Valenton tout le sud, une partie du sud parisien, le bassin de l'Orge et d'Hyères, il y a fort à parier que sans la date butoir des JO, parce que je crois que cette canalisation a été ouverte le 19 juillet, sans cette date butoir, on aurait eu probablement des retards, j'allais dire, assez communs dans ce type de travaux. Mais qu'en effet, il y a eu une mobilisation, à la fois évidemment des services de l'État, des collectivités, mais aussi des entreprises visiblement qui ont contribué pour que la majorité des grands travaux qui avaient été imaginés arrivent, alors vraiment à échéance. Juste on n'est pas passé loin. Bon, ça, c'est le jeu des travaux, vous l'avez dit. Mais en effet, on a coché ces cases-là. Dan Angelesco, vous nous disiez tout à l'heure que c'était un projet qui vous tenait particulièrement à cœur. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous avez collaboré, comment vous avez travaillé sur ce projet de baignabilité de la Seine ? Bon, déjà, l'année dernière, nous avons fait un relevé de la qualité de l'eau qui a permis d'avoir les données les plus exactes sur la vraie qualité de la Seine. Donc, une des choses que nous avons découvert, justement, je parlais des normes actuelles qui ne protègent pas réellement, c'est parce que les normes actuelles ont été réalisées il y a quelques décennies sur des technologies qui étaient à l'heure actuelle, qui sont à l'heure actuelle dépassées. Et notamment, ils ne sont pas capables de mesurer des particules fécales qui portent une charge plus importante bactérienne. Et donc, avec nos technologies, nous pouvons mesurer ça en plus des méthodes de laboratoire. Donc, nous donnons une maîtrise du risque beaucoup plus fine et qui, sans ces nouvelles technologies, elle serait complètement invisible. Donc, ce sont des aspects très importants de la qualité de l'eau. On contribue au niveau scientifique, on contribue au niveau de la donnée qu'on met à disposition, qui a été en open data sur toute la période des Jeux Olympiques, et on contribue également en travaillant avec différents acteurs de cet écosystème de la baignabilité en Île-de-France, justement pour mettre en place les bonnes technologies pour pouvoir protéger les baigneurs de la meilleure façon dont nous sommes capables aujourd'hui, avec la science du jour, contre les maladies hydriques qu'ils pourraient avoir suite à la baignade dans une rivière polluée. Parler d'open data, du fait que les données de baignabilité, de qualité de l'eau de la Seine étaient rendues publiques pendant les Jeux Olympiques. Est-ce que c'est quelque chose qui va continuer à partir du moment où on va reprendre ces relevés, où ils seront rendus de nouveau publics justement aux Parisiens? Est-ce qu'on va retrouver le système des Jeux Olympiques à l'été, printemps-été 2025 ? Bon, pour les Jeux Olympiques, ça a été vraiment un projet que nous avons complètement financé tout seul sur nos fonds propres, puisque nous considérions que c'était extrêmement important d'avoir un relevé de la qualité de l'eau qui est fait avec les dernières technologies et en temps réel et que tout le monde puisse voir quelle est la qualité de l'eau. Donc, pour l'année prochaine, nous espérons pouvoir travailler avec les autorités sanitaires, avec la ville de Paris, avec les autres acteurs pour pouvoir faire ça à une encore plus grande échelle. Oui. Parce qu'en effet, la question de la transparence est très importante. Vous avez parlé de maladies hydriques. On a parlé de ces deux bactéries dont je ne me risquerai pas à reprononcer le nom. Concrètement, qu'est-ce qu'on risque ? Admettons, on parle de ces seuils donc, et du fait qu'on s'en approche pendant des périodes de l'année, qu'on arrive à peu près 50% du temps d'un été à être en dessous des normes et donc des seuils demandés. Si jamais on est allé juste au-dessus ou pile à la limite, qu'est-ce qui se passe pour le corps ? Comment est-ce qu'on réagit finalement ? Alors déjà, il y a Escherichia coli, c'était la bactérie de la pizza surgelée Buitoni. Si les personnes qui nous écoutent se souviennent de cette histoire. Oui, et donc à risque pour notamment les fragiles, donc les enfants, les femmes enceintes et les personnes âgées. Après, ce qu'il faut voir, c'est qu'on est exposé lors d'une baignade de manière
très événementielle en fait. Soit on ingère de l'eau par inadvertance. Bien sûr. Où il peut y avoir également quelques effets cutanés. Donc on n'est pas du coup sur une ingestion directe d'une quantité d'échelle. On ne peut pas boire l'eau de la Seine. Ça, c'est un autre sujet. Non, a priori, enfin, on la boit. On la boit. Y aller doucement. On la boit après des traitements qui sont très significatifs. Et non, mais un élément très important, c'est qu'en fait, ces deux groupes de bactéries sont ce qu'on appelle les bactéries indicatrices fécales. En fait, derrière, le risque, il va être aussi lié, par exemple, à des virus, novovirus, adénovirus, mais au fond, les pathologies sont toujours un petit peu les mêmes, des gastro-entérites, plus ou moins de forte intensité. Mais dans le fond, on est après dans du risque toxicologique ou un risque sanitaire, où on est exposé de manière assez différente en fonction de la manière dont on se baigne. C'est pour ça que, par exemple, pour les nageurs cet été, les normes étaient un petit peu plus restrictives, effort plus prolongé, activité métabolique plus importante que pour une baignade de loisirs. Et donc, pour le coup, ils pouvaient ingérer de l'eau dans le mouvement, même si évidemment on ne parle pas de boire de l'eau de la Seine, ça n'a rien à voir. Non, c'est accidentel. Donc le risque est faible par essence, mais à partir du moment où il existe, il y a le principe de précaution qui s'applique. Et la nécessité peut-être de se rincer, de prendre une douche après ? Ça, en effet, mais il y aura a priori, ils vont organiser, il y aura des zones de douche et de vestiaires qui seront aménagées à proximité immédiate. Bon, mais je partage ce que vous dites, a priori, la dangerosité est quand même très légère, à part pour les personnes peut-être fragiles. Mi-janvier, le bassin de rétention en Seine-et-Marne, censé limiter les crues de la Seine, est entré en phase de test. 10 millions de mètres cubes qui sont pompés dans le fleuve. C'est un projet pour lutter aussi contre les inondations. C'est une sécurité finalement et une solidarité régionale. Un nouveau pas aussi dans l'amélioration de la qualité de l'eau, parce qu'on sait que ces crues peuvent engendrer, on en avait discuté ensemble, Édouard Civelle, des égouts qui peuvent éventuellement dégorger, une qualité de l'eau qui se détériore, et donc derrière des conséquences évidentes sur la qualité de l'eau. Ces bassins de rétention comme celui de la Seine-et-Marne, c'est encore des pas supplémentaires où on ne doit pas tout à fait le lier? Alors, ça fait partie des aménagements qu'on a besoin dans le cadre du changement climatique aussi. C'est-à-dire que c'est le problème des crues est un petit peu différent. On a à peu près 900 000 personnes qui sont exposées aux crues de la Seine. Donc Sujet très sérieux quand on se souvient de la crue de 1910, par exemple. Exactement, on n'en a pas eu... Enfin, bon, et on ne se le souhaite pas. La crue centenale, voilà. Oui, normalement c'était il y a quelques années, c'est ça? Après, c'est des probabilités de retour. D'accord. Ça peut être 120, 130, mais bon. On va toucher du bois. Oui, enfin en tout cas, avec la multiplication des événements orageux extrêmes, avec le changement climatique, on va avoir des périodes de crue. Probablement pas en été, donc c'est pas directement la même fenêtre de problème, on va dire, que la baignade, mais il va falloir continuer à aménager des choses pour pouvoir absorber le surplus qu'on peut avoir dans le fleuve. En fait, il faut savoir que la Seine, on parlait en 1923, je crois qu'en 1921, 2 ans avant, vous aviez encore parfois la possibilité en été de passer la Seine à pied. C'est-à-dire qu'il y avait, en fait, vous avez aujourd'hui des lacs qui vont retenir le surplus d'eau dans la Seine en amont de Paris pendant l'hiver et qui vont réalimenter le fleuve pendant l'été. Donc les variations de niveau de la Seine, avant, ils étaient beaucoup plus forts. On a déjà des grosses installations qui nous permettent de le réguler, mais qu'il faut compléter parce que les variations sont encore plus fortes que par le passé. Donc ces investissements, ces apports, ils sont concrets, malgré tout? Ils sont extrêmement concrets et il y a vraiment cette dimension de soutien à l'étiage, c'est-à-dire en période de basse eau en été notamment, il faut de l'eau, basiquement dans la Seine, il faut assurer un débit minimal. Rendez-vous compte qu'en moyenne annuelle, toutes les eaux usées produites par l'agglomération parisienne, c'est 10% du débit de la Seine. C'est-à-dire que les eaux usées traitées. Donc c'est énorme. Donc on a une contribution très importante des eaux usées traitées, ce qui fait aussi qu'on a un fleuve qui est tout petit par rapport à la pression qu'il subit, et donc cette nécessité d'investissements qui peuvent paraître colossaux et qui le sont, mais pour un fleuve qui le mérite. Et voilà, on a besoin en été d'avoir ces débits additionnels par ces lacs réservoirs notamment. Oui. J'aimerais qu'on se quitte sur les mots de Damien Massé, régisseur général de Paris-Plage. Il s'était exprimé sur le sujet. En juillet 2024, on se souhaite finalement l'été qu'il nous propose. Pour l'instant, la baignade dans la Seine, c'est pas encore autorisé au public. Ce sera peut-être le cas l'année prochaine. On espère en tout cas, parce que ce serait merveilleux de pouvoir le faire et de toute façon dans des endroits surveillés et réglementés pour que ce soit en toute sécurité. Ça doit être un beau métier, régisseur général de Paris-Plage, j'y pensais. Bon, on se souhaite ça pour l'été 2025 et puis on aura l'occasion d'en reparler quand les relevés feront sens. Merci beaucoup, messieurs en plateau. Merci également à la Visio d'avoir été présent avec nous et on passe tout de suite à la culture. Il
Il y a toujours un numéro 2 et vous êtes sans nul doute le numéro 2 de quelqu'un, peut-être l'enviez-vous, peut-être êtes-vous secrètement envié. Mettez-vous dans les baskets de celui qui n'a pas eu le rôle d'Harry Potter, celui qui est passé à un fil d'une gloire interplanétaire, le numéro 2. Et la pilule, vous allez voir, elle est pas simple à passer. On va en parler avec Axel Orion, comédien dans le rôle de Martin Hill. Sophie Accart, vous êtes metteuse en scène. On va parler de numéro 2, cette pièce absolument géniale. J'étais hier soir, j'ai adoré, j'ai trouvé ça absolument brillant, ça m'a beaucoup plu, le sujet m'a plu, et puis on va parler de la mise en scène évidemment et du jeu des acteurs qui est formidable, des comédiens. Numéro 2, c'est le roman de Funkino, c'est un roman publié en 2022 qui raconte donc l'histoire du jeune Martin Hill, repéré par les producteurs d'Harry Potter, une histoire propice à la réflexion autour de l'éternelle deuxième place. Comment est-ce que vous avez découvert cette œuvre, tous les deux ? Alors, on l'a découverte en parallèle, en plus. Avec Léonard, qui a adapté le texte, on avait déjà travaillé avec David Funkino sur un précédent spectacle. Donc, on suit son travail. Et numéro 2, David avait très envie que ça soit monté au théâtre. Et donc, on a renouvelé l'expérience, l'aventure ensemble. Ça s'est fait assez naturellement, en fait. Comment vous avez ressenti ce texte en le lisant ? Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Moi, il arrivait à une époque assez particulière de ma vie où pendant 1 an, j'étais beaucoup numéro 2. D'accord, beaucoup de ça projets. arrive à tout le monde. Le nombre de colonnes Maurice où je passais en disant « Allez, c'est pas toi ». Et je me souviens même d'avoir vu mon agent en disant « Mais pourquoi est-ce que ce n'est jamais moi ? C'est quoi ce petit truc en plus ? Pourquoi ?» Alors, on se met à introspecter plein de choses. C'est quoi être Daniel Radcliffe, en fait ? C'est quoi être Daniel Radcliffe ? Non, mais je me suis dit, tous mes potes qui ont les cheveux longs, ils travaillent plus. Je me suis mis à avoir les cheveux longs, j'ai vu que ça se jouait pas à ça. Et je pars en vacances et je vois à la librairie de la gare ce roman qui s'appelle numéro 2. Je lis le pitch, je me dis, ça a l'air génial. Je le dévore en un après-midi. Et bizarrement, ça allait beaucoup mieux. Je me suis dit, en fait, ça va d'être numéro 2 de films comme ça, d'être numéro 2 d'Harry Potter, c'est encore pire, quoi. Et ça m'a permis à la fois d'introspecter tout ça et puis de comprendre que, déjà, on est tous le numéro 2 de quelqu'un d'autre. Bien sûr. Et de comprendre que, voilà, ces premiers moments où on n'est pas pris, où on voit ça comme un arrêt de notre monde absolument incroyable, ben, en fait, on rate jamais sa vie. D'autres vies, d'autres occasions. Bien sûr. Ouais. Et puis, on a tendance à fabuler aussi, enfin, je sais pas pour toi, Sophie, mais on a tendance à fabuler cette vie de l'autre, comme si, voilà, avec les réseaux sociaux. Et c'est là où oui, c'est forcément mieux, alors que pas forcément. Alors que pas forcément. Voilà, c'est ça. Et c'est là où les perspectives de la pièce sont extrêmement intéressantes aussi. On bascule donc dans la vie de Martin Hill, qui nous raconte sa vie. Vous nous racontez donc votre vie, et ce, depuis la rencontre de vos parents. Vous êtes à la fois Martin, mais aussi une sorte de narrateur omniscient de cette histoire. Vous êtes un peu le conteur. C'est ça. C'est ça. Moi, j'adore cette idée de vous êtes sur la petite table, vous commentez, en même temps, après, vous vous déplacez, vous ponctuez les dialogues, les discours. Ça permet de faire avancer l'histoire aussi, parce que ça se déroule sur plusieurs années, et donc on a les scènes qui sont jouées, mais aussi les passages narrés qui permettent de faire des sauts dans le temps et de faire avancer l'histoire. Ça vous amuse de raconter votre histoire génial. En même temps d'être... C'est un tel bonheur de jeu parce que déjà, il y a vraiment cette polarité-là. Et en plus de ça, ça me permet aussi d'être un peu spectateur et de voir... je vous ai vu regarder les comédiens. C'est génial, je vois les copains inventer, les copains s'amuser et ça fait vraiment partie. Et Sophie avait ça dès le casting, mais elle voulait vraiment réunir une troupe de gens généreux. C'est toi c'était tes termes. Et ça se ressent, il y a vraiment un bonheur de jouer ensemble avec, je rappelle, mes partenaires qui sont vraiment géniaux. Sont incroyables. Valentine Revel-Mouros, Pierre Bénézit et Serge Da Silva, et il y a vraiment cette joie-là. Parce qu'ils interprètent chacun un nombre incalculable de personnages. Après, c'est un côté transformiste. Moi, c'est mon rêve de savoir me changer. Ouais, c'est ça. Venez avec nous. Non, mais c'est extraordinaire. Vraiment, c'est extraordinaire. Alors, ce sont des parents qui s'installent en Angleterre avec un père qui est inventeur un peu carrément raté, mais qui est quand même l'inventeur génial d'une fameuse cravate parapluie. Si je peux me permettre, il est raté aux yeux de la société, mais pour lui, c'est ça qui est beau. Justement, j'allais y venir. Ah, pardon. C'est un pur génie. Non, mais c'est un pur génie. C'est un pur génie, ça fait partie de ces espèces de gens, mais on en a tous rencontré qui croient dur comme fer en leurs rêves, et il y a une poésie énorme dans ce personnage. Il est incroyable, il est d'une sensibilité même vie. Et vous, Martin, il vous touche beaucoup. On sent que vous redécouvrez votre père au fil de l'eau. D'ailleurs, il y a un très bel hommage, on n'en parlera pas parce qu'il ne faut pas tout révéler non plus de cette pièce et de son dénouement, mais cette fameuse cravate parapluie, bon, elle n'aurait pas gagné le concours Lépine, mais ça nous donne un peu le ton du personnage, un personnage un peu loufoque, aussi très attachant. Sa femme on perd souvent son parapluie, c'est pas une si mauvaise invention. C'est pas une si mauvaise invention. D'ailleurs, depuis qu'à chaque fois qu'il pleut, là récemment il pleuvait, je me disais mais en fait pourquoi j'ai pas une cravate parapluie moi ? J'en aurais bien eu besoin hier soir en venant au spectacle. On va la faire livrer. Donc sa femme, votre mère, journaliste au Guardian, le quitte pour Paris. Martin est alors ballotté entre l'Angleterre et la France, 2 Eurostars par semaine et puis un sandwich au thon emballé dans un papier
d'Alu, ça a son importance. On comprend très vite le génie de la mise en scène, avec plusieurs scènes, dont ce téléviseur qui permet de passer d'une scène à une autre, d'être un peu une fenêtre aussi sur le monde, de rencontrer J.K. Rowling en interview, avec un journaliste parfaitement insupportable. J'espère être plus sympathique que lui, parce que dis donc, beaucoup plus. Il est particulièrement odieux. Mais non, mais c'est très intéressant la manière dont vous avez construit cette mise en scène, parce que c'est des histoires dans des histoires, avec une profondeur incroyable. On a l'impression que dans une scène, il y en a 5. Et on voyage sans difficulté dans le temps et dans l'espace. C'était l'idée d'avoir quelque chose d'assez chargé, puisqu'on est un peu dans les coulisses du cinéma, comme un grand stockage de décors. Donc il y en a partout. Et la télé, c'est toujours un élément que j'aime bien dans les mises en scène. Déjà, c'est un objet qui est devenu hyper vintage et je trouve ça génial. C'est clair. Les gens n'ont plus de télé. Et moi, Mais je vous rassure, ils nous regardent. Hein. Non, mais les gens regardent sur leur ordinateur. Non, mais les gens, bien sûr, non, mais vous avez raison, c'est un objet vintage. Et moi, j'ai grandi avec la télé à fond dans le salon, en fond sonore tout le temps. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup, ouais. Et si je peux me permettre, ça fait vraiment beaucoup de bien d'avoir des metteuses en scène comme Sophie, déjà, parce que c'est une metteuse en scène qui a un vrai univers, et donc en tant qu'acteur, il y a vraiment ce côté terrain de jeu, et ça ressemble un peu à cette arrivée de Poudlard d'Harry Potter, c'est-à-dire que Sophie, à la fois dans sa direction, est vraiment géniale, puisqu'elle part d'elle pour aller vers nous, et donc ça crée un truc commun, et c'est vraiment un bonheur de... Non, et mais ça c'est se important sent de le parce dire. que vous évoluez de manière hyper sereine dans cette mise en scène. Sophie a cette joie-là communicative de il faut qu'on s'éclate à jouer ses personnages, alors bien sûr en mettant des frontières et en nous disant où est notre terrain de jeu, mais c'est une metteuse en scène et c'est incroyable de bosser avec elle parce que elle sent que quand nous on prend du plaisir, on voit qu'elle ça la remplit et qu'elle est heureuse de nous voir prendre ses personnages avec joie. Et du coup c'est là que ça marche. Et du coup il y a vraiment ce côté, cette équipe est particulière pour ça, et je pense qu'on s'en parlait de toute l'équipe sans Sophie, mais sur à quel point on a aimé et à quel point c'est un bonheur de jeu par sa mise en scène et parce que sa mise en scène permet vraiment d'avoir ce côté enfantin on a plein d'accessoires, plein de décors. C'est génial. Non mais c'est vraiment. J'allais parler de costumes, mais j'ai envie de parler de déguisement aussi parce qu'à ce côté. Les déguisements. En plus, c'est tout ce qu'on n'a pas le droit de dire au théâtre. C'est vrai. Du coup, j'adorais qu'il y ait le mot déguisement parce que je trouve que c'est génial. Et puis dans une valise, on pioche et puis hop, c'est un chapeau et puis en fait non, c'est des lunettes et puis c'est une cape et puis ça nous permet de prendre la baguette magique et puis en fait, on se rend compte que c'est un univers qui sort finalement de ces petits objets et qui vous transforment, qui vous font passer aussi d'un personnage à un autre, d'une émotion à une autre. Moi, ma scène préférée, c'est chez le lunetier. Enfin, il est très bizarre ce monsieur. Un nuage de poussière, un homme apparaît, semi-sorcier. Il n'y a plus aucune paire de lunettes en stock, sauf la sienne. Oui, c'est un peu le musée des curiosités. C'est génial. C'est pas trop si l'opticien. Oui, c'est aussi, moi, il fait penser aux vendeurs de baguettes, finalement. C'était la référence. Ah, très bien, je l'ai. Yes. Votre père dit oui. Du coup, c'est Votre père dit oui, et là, vous nous offrez une tirade sublime, où vous devenez très rouge. Et donc très concentré sur la capacité des parents à ruiner la vie de leurs enfants à partir de décisions parfaitement anodines. Mais on a tous été honteux en arrivant au collège, ou au lycée ou à l'école avec... moi, je me souviens, tu te dis, mais c'est pas possible, j'ai le menu Maxi Best of du pire, quoi. Non mais t'arrives, t'as honte, t'essayes de te cacher comme tu peux. Moi je me souviens même, j'avais une coupe que on m'obligeait à faire mes parents. J'avais la coupe au bol. Ah là là, pareil, et t'es là, t'essayes de t'arranger avant l'école. Horrible. On a tous eu des nu-pieds nos pieds pataugeaient dans la honte. Je veux dire, non mais c'est vrai, on a tous connu ce sentiment-là. Et je trouve que c'est très très bien retranscrit dans l'adaptation de Léonard. Et vous le jouez d'une manière absolument admirable. On sent ce mélange de colère, d'ironie, il y a de l'humour. En même temps, il y a moi je fais un lien avec aussi le harcèlement scolaire, le fait de non mais vous vous rendez pas compte en fait de ce que vous nous faites subir. Non, c'est pas qu'une paire de lunettes rondes, vous vous imaginez pas derrière tout ce qu'il y a. J'ai trouvé ça très fort. Bon, tout bascule quand les producteurs d'Harry Potter commencent à chercher le fameux Harry et bingo, Martin, vous êtes avec votre père dans un studio de cinéma puisqu'entre-temps lui répare les poignées des scènes de ciné. Des poignées de porte. Des poignées de porte, c'est ça. C'est sa grande fierté d'ailleurs. Et lui, c'est une fierté immense, ça lui tient très à cœur et vous tapez dans l'œil de la production. C'est ça, David Heyman, et tout ça est raconté dans le spectacle, et c'est la vraie histoire. Mais c'est la vraie histoire. On comprend la jeunesse d'Harry Potter et à quel point en fait cette histoire s'est faite par une succession de rencontres et de hasards, ou de destin, c'est ce que je dis, ou de coïncidences. Et le personnage de Martin est repéré à 10 ans pour passer le casting, et donc il a la sensation, au début il est tout seul, il passe les castings, le producteur a un coup de cœur, le réalisateur a un coup de cœur, J.K. Rowling a un coup de cœur, donc tout le monde voit en ce Martin un potentiel Harry Potter. Lui il est galvanisé par ça, il se dit mais putain, à ce moment-là, il est tout seul. Et puis, Daniel Radcliffe rentre en compte. Et puis, je vous encourage à venir voir le spectacle. Je parle au spectateur, pas à vous. Parce qu'on le sait a priori que parce qu'on était vraiment Radcliffe qui a eu le rôle. Oui, mais on ne sait pas pourquoi. Non, on était vraiment pas loin, tout près, non, mais vraiment très, 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 très proche
d'être à cette première place, et c'est là où c'est le plus rageant, c'est là où c'est le plus énervant, c'est ce que vous nous décrivez. Tout le monde est sous le charme, tout le monde vous trouve génial, et en fait, c'est un peu le candidat qui sort du chapeau, qui est un peu... Ça se joue à rien, ouais. Et ça se joue à C'est très rien. nébuleux, et même nous, en tant qu'acteurs, parce que Sophie est aussi une super comédienne, mais il y a ce truc c'est très nébuleux. C'est quoi ce petit truc en plus, quoi, qui ne s'explique pas, c'est impalpable. C'est ça, il est choisi parce qu'il a un petit truc en plus et Martin se dit mais c'est quoi ce petit truc en plus qui est même pas identifiable, explicable. Ça on le vit tout le temps, ouais. Pourquoi lui et pas moi? Là, c'est un peu le début du cauchemar. Vous devenez complètement fou, omnibulé par l'autre. Ce que vous avez failli devenir, il est partout dans la télé, sur la table basse de votre première copine, dans la rue, sur le cycle de l'hôpital. Parce que oui, hôpital psychiatrique, ça fait HP. Donc ça fait Harry Potter. Donc en fait, il y a des signes partout. Et pour fuir la folie, on fuit les contemporains, on fuit le moderne. On va direction un grand musée, le musée du Louvre par exemple. Et là, c'est rigolo, c'est un peu, pardon de l'expression, mais c'est un peu le rendez-vous de tous les numéros 2. Ouais, tous les numéros 2. De tous ceux qui sont passés à ça. Ils se réfugient tous au Louvre. Non, mais c'est génial. Moi, j'ai adoré cette scène et la construction de cette sorte d'entretien d'embauche où finalement vous recevez tous les numéros 2 de la Terre et en fait, ces 3 comédiens, on a l'impression qu'il y en a 50 et on a le tournis. C'est absolument génial. Et puis la mise en scène est extraordinaire de A à Z parce qu'on ne s'ennuie pas une seule seconde et on découvre ces personnages et on rit parce que c'est hyper drôle. En fait, je trouve que c'est un sujet très fort parce qu'il nous demande des questionnements très profonds sur nous-mêmes, sur la vie, et en même temps, qu'est-ce qu'on se marre. Et moi, je voyais à côté de moi, il y avait 2 jeunes femmes. Elles avaient toutes les références sur Harry Potter, peut-être encore plus que la normale. C'est ça qui est bien, c'est que pour une fois, on a une vraie représentation de jeunes avec un jeune à l'écran, et c'est une pièce pour tous les âges, et on le rappelle, c'est important, pour les moins de 26 ans, le théâtre, c'est 10 € dans tous les théâtres privés. C'est génial. Et ça, c'est génial, c'est une politique qui permet aux jeunes d'avoir cet accès-là, et j'ai l'impression qu'on est vraiment dans une ère où on bascule vers beaucoup plus de jeunes au théâtre. Il y en a, et qui ont enfin une représentation très, très contemporaine de ce qu'ils peuvent vivre, voilà, à l'heure des écrans, là où aujourd'hui il y a les plateformes, enfin, ils ont plein de représentations à l'écran, et là, j'ai l'impression qu'on est vraiment, que ce soit Paul Kircher dans Les Idoles, que ce soit Wesley Schneider dans La prochaine fois que je mordrai la poussière, et Ethan Oliel et toute la troupe du Cercle des Poètes Disparus, ça y est, il y a des jeunes au théâtre qui incarnent enfin des enjeux contemporains de jeunes, et c'est une vraie fresque familiale, et c'est pour tous les publics, et je trouve que c'est important de le dire. Et souvent, c'est des pièces qui marchent hyper bien. J'ai envie de parler de la rencontre de l'amour quand même, de ce qu'il peut guérir, des pansements qu'il peut apporter. Je trouve ça très beau. En tout cas, c'est joliment suggéré aussi. C'est pas quelque chose de dégoulinant, de trop présent, mais c'est très joli. Cette invitation au Ritz, au bar du Ritz, un mystère qu'on ne révélera évidemment pas. Je dois vous applaudir pour cette mise en scène qui est extrêmement bien pensée. J'ai trouvé ça absolument génial. Un salon qui devient un cabinet de psy, une chambre, un bureau. On voyage dans le temps, on est en Angleterre, on est à Paris. Et puis moi, j'ai adoré votre jeu, je vous ai trouvé formidable. Le moment où vous devenez, vraiment, vous devenez Harry Potter. Non, ça, personne ne sait faire ça. Personne ne sait mettre une cape, mettre l'écharpe de Gryffondor, prendre la baguette. Le Wingardium Leviosa, je l'ai vu. J'étais pas prévu hier en plus. Lumos. Oui, je tente des trucs chaque soir. Lumos aussi. Est-ce que vous avez peur que la lampe ne s'éteigne pas? Ou ne se rallume pas? Franchement, je file pas. Non, tu fais confiance. Ah non, je fais confiance, mais c'est pas ça. Moi, je serais terrorisée. Non, c'est pas ça, c'est qu'en fait, il y a des tops, et hier, j'ai essayé de faire un peu des tops de kung-fu, mais vraiment un kung-fu de bas étage, et je me suis dit, à tout moment, il va pas voir qu'en fait, c'est le signe. Donc, non, en régie, ils sont là, ils sont géniaux, Julien et Claire, c'est un vrai travail d'équipe. Mais oui, ça se voit, parce qu'il y a une machinerie qui a l'air impressionnante. On parlait de costumes, de déguisement. Pour vous dire qu'ils ont 370 tops. Je ne sais pas si vous imaginez en 1h30. Ah, c'est cette fameuse petite horloge aussi, par exemple, qui tourne dans le cabinet du producteur avec celle qui a choisi la couverture du livre d'Harry Potter parce qu'il est doré. J'aurais pu faire pareil. C'est bon, on connaît notre texte. Vous avez vu, je vous fais répéter. Hein. J'aimerais bien qu'on regarde la bande-annonce quand même, si vous le voulez bien, tous les deux. Plaisir. Allez, on regarde la bande-annonce ensemble. En 1999, débutait le casting pour trouver le jeune garçon qui interpréterait Harry Potter au cinéma. Et qui par la même occasion deviendrait mondialement célèbre. Des centaines d'acteurs furent auditionnés. À la fin, il n'en resta plus que 2. Et ce spectacle raconte l'histoire de celui qui n'a pas été choisi. Moi, Martin Hill. Numéro 2. D'après le roman de David Funkinos, au théâtre Tristan Bernard. Et là, on ne découvre pas grand-chose encore de la mise en scène qui est absolument géniale et qui a des... Moi, j'ai envie de comprendre, il y a presque des côtés un peu effets spéciaux.
Enfin, moi, j'adore quand ça sort de tous les côtés. Il y a le pchit des éclairs. C'est la magie, c'est incroyable. Mais il y a vraiment ce côté magique. Et en même temps, ce que j'ai trouvé très intelligent et dans le rôle de chacun, en plus dans la manière de l'aborder, c'est qu'Harry Potter est présent en filigrane, mais que c'est pas non plus un truc qui est exclusivement fait pour les fans d'Harry Potter et pour revenir sur cette mémoire collective d'Harry Potter. C'est ponctué, c'est hyper malin, on est connecté à cet univers magique, à l'univers d'Harry Potter et à ce qu'il représente pour chacun, mais c'est pas non plus omniprésent, ce n'est pas que ça en fait. Non, puis la star du spectacle, c'est Martin Hill, c'est pas Daniel Radcliffe. Donc on a l'ombre qui plane. Vous n'êtes donc pas numéro 2. Ouais. Allez, mais comme voyez, quoi, ça je suis fait du numéro bien. 1 des numéros 2. Je l'apprends ce soir. Il faut absolument aller voir numéro 2 au théâtre Tristan Bernard. Merci beaucoup à tous les deux, c'était absolument génial. Ouais, et je suis ravie de vous avoir eu en plateau aujourd'hui. On continue avec la gastronomie, bien sûr, et la chronique de Laurent Saloche. C'est parti pour C'est tout bon. Tous les jeudis, on se régale avec Laurence Saloche. Bonsoir Laurence, comment ça va? Bonsoir Victoire, mais très bien. Alors cette semaine, Laurence, vous nous proposez de délaisser fourchette et couteau. Je croyais qu'on mangeait avec les doigts. C'est audacieux. Hein. Il y a Pour des ratés, des baguettes. avec les baguettes. On est à quelques jours du Nouvel An chinois qui a lieu cette année mercredi prochain, le 29 janvier. L'occasion de réserver dans un bon restaurant asiatique. Mais alors, on va où? On va où? Alors on a l'embarras du choix, on a presque le débarras du choix, dit Boris Vian. Parce qu'on a à peu près tout et du très bon, et du aussi moyen, voire du très mauvais. C'est super dur de s'y retrouver. C'est très difficile de s'y retrouver. Il faut aussi commencer par définir ses attentes. Okay. Est-ce que vous êtes très attaché à des saveurs authentiques, affirmées, ou est-ce qu'au contraire, vous aimez une cuisine un tout petit peu plus occidentalisée? Okay. En effet, c'est pas pareil. Ça ne donne pas les mêmes adresses. Et puis ensuite, il y a différents autres critères qui sont, par exemple, pour les cuisines vraiment authentiques, il y a des lieux indiqués qui sont plutôt dans le 13e ou à Belleville. Okay. Ça reste quand même des valeurs sûres. Avec deux adresses? Oui, 2 adresses. Il y a Cinorama qui est très bien. Et puis Chinatown Olympiade. Et pour Cinorama, je vous conseille plutôt le crabe mou, qui est une le crabe en mu. Exactement, le crabe en mu. J'ai un souvenir sur le crabe en mu que je ne peux pas vous raconter. C'est pas grave. On continue sur la cuisine occidentale. Chinois. Donc, si vous voulez faire des choses un peu plus, pas de façon festive, on peut s'amuser dans toutes ces grandes cantines de Belleville ou du 13e. Mais en revanche, si vous voulez faire les choses en grande pompe, vous avez quelques références. Vous allez déguster un canard laqué en 2 services dans les règles de l'art. Il y a l'Imperial Treasure et puis il y a aussi le Shangri-La Palace qui est au Shangri-La. Exactement. Et là, vous avez un nouveau chef qui s'appelle Tony Wu et qui doit relever le challenge de garder, de conserver l'étoile de cet établissement. C'est le seul étoilé de France. Oh, ça donne envie de le goûter. Quel est le plat de la cuisine asiatique que les Français préfèrent? Alors, lequel? Vous allez penser nem ou riz cantonais? Pas du tout. La pizza reste le plat préféré des Français pour la cuisine étrangère. Hein. Et bien ensuite, vous avez plutôt le sushi. Ah ouais, donc japonais? Donc japonais, mais on reste sur l'Asie. Okay. Et puis derrière, vous avez le couscous et puis le pad thai, qui est ce nouveau plat thaïlandais avec des nouilles sautées, bœuf, crevettes, légumes, etc. Des petites cacahuètes. Des petites cacahuètes qui se fait une jolie place. Et puis si on voit maintenant le succès que sont les ramen, vous savez, ces restaurants qui se multiplient, notamment dans Paris, on en trouve un peu partout, des grands bols avec une soupe ou ces nouilles, ces longues nouilles, eh bien on imagine que la cuisine asiatique a quand même un bel avenir dans notre culture culinaire. Puis il y a une jeune génération qui est bourrée de talent et c'est plutôt bon signe quand même quand on regarde. Bon, vous nous conseillez 2 adresses qui ont pour spécificité d'être tenues par de jeunes femmes. Très bon point. C'est un parti pris. Mais c'est vrai que j'ai été frappée. Il y a 2 endroits très à la mode. À la mode ne veut pas dire forcément que c'est dévié, que ça n'a pas d'intérêt. Et ce sont surtout des jeunes femmes qui tiennent ces restaurants. Alors, elles sont d'origine chinoise, mais elles ont été élevées en France et dans la culture française. Et alors, leur parti pris, il est tout à fait assumé. C'est-à-dire qu'elles veulent pas fusionner. Elles veulent associer leurs 2 cultures. C'est-à-dire que les recettes sont chinoises, mais elles apportent les codes, les valeurs que sont celles d'une éducation en France plus occidentale. D'accord. Et c'est un parti pris vraiment assumé. Donc ce sont des plats qui sont asiatiques revisités? Chinois. Non, c'est pas vraiment revisité, c'est légèrement twisté. Okay. Alors, l'avantage de ça, c'est que ce sont des établissements qui sont assez intergénérationnels et qui permettent à des gens qui n'aiment pas, par exemple, je ne sais pas, le piment, la sichuanaise, qui est très très puissant,
ou la coriandre. Alors ça, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas. Vous n'allez pas être embarrassé par ces saveurs puissantes. C'est pour réconcilier tout le monde autour de la cuisine asiatique. C'est plus consensuel, ça ne veut pas dire que ce n'est pas sans intérêt, c'est un petit peu plus sage. Et alors, vous avez Claire Wang, qui a, avec 3 de ses amis, elle est fille de restaurateur, il y a Hélène Ding et Hélène Wang, si je dis correctement. Ah, mais c'est le restaurant Red Cats. Qui, voilà, ont ouvert Red Cats récemment, qui est un endroit qui a beaucoup de succès. Alors, il y a une image un peu trompeuse qui est cette folklore, enfin cette décoration assez folklorique et assez chinoise. Remarque, c'est joli, hein, c'est magnifique. Hein. Ça, c'est au sous-sol. En revanche, quand vous allez arriver, vous êtes plutôt dans une décoration de brasserie française. Au fond de la salle, vous avez une cuisine ouverte avec une brigade asiatique. Toujours bon signe, la cuisine ouverte. Toujours très bon signe. Et de là sortent donc des spécialités, comme je vous le disais, qui sont plutôt chinoises. Vous allez avoir tous les dim sum. C'était bon, oui, parce que les dim sum sont faits de façon très, très... la pâte est légère, c'est fait sur place, c'est quand même pas mal. Et puis ensuite, vous avez une panoplie de plats. Alors moi, j'ai goûté... On parlait du crabe mou, j'ai passion, le crabe en mu. Il était là plutôt frit, avec une friture qui était un tout petit peu épaisse, mais c'était excellent. Vous avez les standards, le poulet Donggo, qui est un poulet avec les cacahuètes, sucré-salé. Super bon, la chair hyper tendre. Il y avait un dessert. Alors moi, je n'ai jamais été impressionnée dans les restaurants chinois par les desserts, mais qui m'a bluffé. C'est quoi? Ce n'est ni l'orange, ni quoi le citron givré, c'est une poire. Une poire nashi qui vient d'Asie centrale. Et alors, ça, c'est une poire? Alors là, c'est la version qui va être proposée pour le Nouvel An chinois. D'accord. Parce qu'au Nouvel An, il faut absolument que vos convives repartent avec 2 mandarines, clémentines, qui portent chance pour la nouvelle année. Mais sinon, c'est un dessert comme ça, alors qui est avec sur un crumble, vous avez soit la mandarine, en l'occurrence, c'est une mandarine, la chair de la mandarine avec une crème infusée au thé, au jasmin. Ça doit être délicieux. Alors c'est absolument délicieux, et c'est emprisonné dans une coque de chocolat très fin, croquant. C'est une vraie réussite. Ça fait de l'œil à Cédric Grelet. Oui, un petit peu. En tout cas, c'est très joli. Ça a l'air hyper rafraîchissant en fin de repas. Ça a l'air super bon. C'est léger, c'est gourmand. C'est léger et gourmand. Donc c'est vraiment une belle... Et la poire, vous avez adoré? Et la poire, j'ai adoré parce que je n'ai pas pu déguster la version... on se le garde pour le Nouvel An chinois. Eh oui. Et Claire me disait d'ailleurs qu'il y avait... Tous les Chinois venaient la veille du Nouvel An, le 28. Et pour le commander? Le 29, les réservations étaient déjà plutôt pour les Occidentaux. Donc j'ai compris. Les Parisiens. Je sais quoi faire pour avoir ma petite mandarine givrée. Ouais. Vous avez également une autre adresse tenue par une jeune femme, elle s'appelle Céline Chung, qui a fondé... c'est la cofondatrice de groupe Bao Family. Bao Family. Incroyable. Exactement. Vous avez testé parmi ces établissements à Paris et à Marseille le Bleu Bao, c'est dans le 9e arrondissement. C'est juste à côté de chez nous, Laurence. Exactement. Et alors c'est le groupe Bao Family, ils ont 6 établissements. Et elle m'a dit, allez au Bleu Bao, parce que c'est l'établissement qui fonctionne le mieux en ce moment, même si les autres marchent très bien. J'y suis allée le samedi dernier, 14h30, donc assez tardivement quand même. Il y avait un monde de dingue. Il y avait un monde fou. Équipe dynamique, sympathique. Vous attendez avec le sourire. Moi, j'étais au comptoir. J'ai pu vérifier une chose, c'est que ils ont des bao, tous les siuma, les dim sum, les akao. Vous avez toute la panoplie de tous ces petites bouchées qu'on aime beaucoup et qui sont faciles à déguster, qui étaient faites sur place, par une femme en l'occurrence. Et elle faisait vraiment, oui, jolie représentation féminine, et qui les faisait devant moi, parce que j'étais juste au comptoir. La vapeur est faite sur place, et puis ils utilisent une farine bio qui vient des moulins bourgeois d'Île-de-France. Donc il y a une vraie sélection de qualité de produits, et ça se ressent. La carte n'est pas longue comme le bras. Non, mais c'est ce qu'ils cultivent aussi. Il y a notamment une poitrine de porc braisé en épaisseur, comme ça, qui vient de la maison Montalet. Encore une très jolie référence, parce qu'on est vraiment sur un porc de qualité. La carte est assez courte. Là, vous avez un petit pak choi, qui est ce chou chinois qui est croustillant, petit bol de riz. Les prix sont raisonnables, la carte est courte, l'ambiance sympathique, et vous pouvez aussi emporter quelques plats si vous le souhaitez. Vous savez ce que j'adore, moi, chez eux? Leurs petits bouchées vapeur dans lesquels il y a un petit bouillon. Exactement. Ça, c'est extraordinaire. Alors, moi, ils m'ont expliqué comment le déguster. On le met dans sa cuillère, on perce un tout petit trou pour que justement le bouillon vienne se libérer dans la cuillère. C'est un vrai bonheur, ils le font à merveille. Et vous avez raison. Dans la bouche. Il n'y a rien de meilleur. C'est un vrai bonheur. À ce propos, vous avez également une option traiteur qui sort de l'ordinaire, parce qu'on parlait éventuellement d'emporter ce qu'on avait dégusté à Bleu Bao et de compléter pour la maison. Alors, je ne sais pas si on peut encore parler de traiteur. Le bon plan, ça m'a rappelé chez Vong où Thérèse, qui était une référence, c'est un restaurant dans le bas des Champs-Élysées, avait une petite annexe comme ça où on pouvait emporter un plat qui était une merveille, qui était un poulet, retenez la recette, au vinaigre et au miel. Vinaigre et miel. Absolument délicieux. Et là, c'est un peu la même configuration, parce qu'on est au café Lai Cha,
et qui est en fait l'annexe, le café de... j'ai oublié le nom. On va retrouver du Yamcha, pardon. Qui a été créé par Adeline Grattard. Oh, elle est dijonnaise. Exactement. Elle est forcément formidable. Qui est tombée amoureuse d'un maître de thé hongkongais et qui fait alors dans son restaurant une cuisine plutôt très gastronomique, créative. Et là, elle propose des plats à emporter. Franchement, on peut déguster sur place si on a envie, mais on peut emporter ces plats dans des cartons. Bravo, ça a l'air délicieux. Ça change des traiteurs classiques et c'est vraiment excellent. Le boboon, par exemple, il est juste agrémenté de petites pointes d'endives rouges. Ça change un peu la donne, mais on retrouve vraiment toutes les saveurs. Là encore, il y a une sélection de produits qui fait que le tour de main du cuisinier travaille des produits plutôt excellents et c'est vraiment une très très jolie réussite, y compris pour le dessert, qui là encore a été une surprise. Je me le suis j'ai vu un petit pot dessert passer là. Ça a l'air bon. Hein. C'était très très bon. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des perles de coco, enfin des perles de Japon, pardon. D'accord. Du tapioca, avec de la mangue, c'est au lait de coco, vous avez du sésame noir grillé, de la grenade. Pour le petit peps de fraîcheur. On a absolument toutes les textures. Ça a l'air super bon. La fraîcheur du fruit, le croustillant, et c'est vraiment là encore une très jolie réussite. Comme quoi, je trouve que la cuisine chinoise a une vraie, ou hongkongaise ou d'Asie, a une vraie vitalité. Ouais, c'est vrai, avec des très belles adresses. La cuisine chinoise soit parmi les préférées des Français, après l'italienne, parce qu'il y a quand même beaucoup de similitudes avec notre cuisine et notre gastronomie. Il y a un vrai raffinement. Une variété de recettes incroyables. Et il y a des vraies signatures qui aujourd'hui émergent, notamment portées par des femmes. Alors si chez soi on veut s'y mettre, on veut se mettre en cuisine, vous nous proposez 2 nouveaux produits d'une maison qu'on connaît bien, mais pas du tout pour le soja. Alors c'est Olivier & Co, installé dans les Alpes de Haute-Provence, jusque-là rien à voir. Rien à voir, mais ils ont senti la tendance et notre appétit pour toutes ces saveurs asiatiques, que ce soit quand on commande des sushis ou quand on veut asiatiser, exotiser un plat plus classique. Et alors, ils ont mis au point 2 sojas qui sont infusés. Pour l'un, à l'ail noir. Alors, l'ail noir, c'est un ail classique qui est fermenté. C'est pas tout à fait fermenté d'ailleurs parce que c'est cuit à basse température, puis on le laisse au moins 2 semaines maturer, d'où un peu de fermentation. C'est un goût, comment le définir? Un petit goût de réglisse, non? Un petit goût de réglisse, entre le pruneau et réglissé, j'allais dire, ce qui n'est pas un mot français, mais voilà, on est un peu sur ces tonalités. L'autre est confit, plus Pepsi, au yuzu. Et après, sinon, l'autre version, c'est yuzu et gingembre. Le yuzu, il vient du Japon, et le gingembre, il vient de la Réunion. Et alors, c'est vraiment avec un peu d'huile d'olive, on y revient quand même, et une pointe de vinaigre. Vous mettez ça dans des œufs mollets, par exemple. Un petit bol de riz, des poignées de légumes. De goût, ça fait, c'est vraiment très agréable. Et comme 2025 est l'année du serpent et qu'il nous reste 15 secondes, j'aimerais quand même qu'on parle de cette perle de la table que vous nous avez dénichée. Mais oui. Alors, serpent. Je suis allée sur le site de Westing, qui est une boutique de décoration en ligne. Alors là, il y a un artiste qui a fait créer 2 produits assez intéressants. Le premier, ce sont des serviettes en lin, où le serpent est assez graphique. Et puis l'autre, ce sont des sous de verre avec une petite feuille d'or comme ça. Et j'ai trouvé que pour le coup, c'était assez élégant parce que je suis pas convaincue que dans une assiette, ça nous mette en appétit le serpent naturellement. Comme ça. Eh bien, cela oui, défi relevé. C'est le symbole de l'empereur. Symbole de l'empereur. De chance. J'espère qu'on va se porter chance cette année. Merci beaucoup, ma très chère Laurence. On vous retrouve jeudi prochain. Et demain, vous aurez le bonheur de retrouver Damien Canivez.